Un homme découvre sa femme en train de flirter ouvertement avec son patron ivre lors d'une soirée d'entreprise. Ce qu'il fait ensuite va détruire des carrières et révéler la vérité sur leur mariage. Imaginez, vous assistez impuissant à votre propre humiliation devant tous les collègues de votre épouse. Elle rit, elle accepte des propositions indécentes, elle vous ignore complètement. Que feriez-vous? Partir en silence ou agir? Cette histoire vraie va vous montrer jusqu'où peut aller un homme poussé à bout par la trahison. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez-nous de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait chez vous. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment un simple geste peut tout changer et comment le flirt innocent peut détruire une vie entière. Paul lissa soigneusement sa chemise. Il la suspendit sur un cintre, puis repassa sa cravate. Il détestait porter une cravate, mais il était obligé de la préparer en maugréant intérieurement contre lui-même pour avoir accepté d'aller à cette soirée d'entreprise de sa femme. D'habitude, ils évitaient ce genre d'événement, et il y avait une raison à cela. C'était elle. À son grand regret, elle ne savait absolument pas se tenir en société et flirter avec tout le monde, malgré la présence de son mari. Il lui avait fait des remarques à de nombreuses reprises, s'était disputé avec elle, mais elle jurait que cela ne se reproduirait plus, avant de recommencer. Ils avaient alors décidé de limiter leur participation aux soirées où de telles situations pouvaient se produire. Seulement voilà, aujourd'hui, pour la fête de l'entreprise de sa femme, tout le personnel était réuni. Une date importante, 10 ans d'existence de la société, et sa femme Sylvie y travaillait depuis 5 ans. Paul termina son repassage et noua sa cravate, tout en écoutant les instructions de sa femme sur la manière de se comporter. Elle disait « N'embête personne avec tes histoires. Si tu as besoin de quelque chose, demande-moi. Rappelle-toi, personne parmi les invités ne s'intéresse au fait que tu sois devenu chef d'équipe dans ton petit garage. Pour eux, tu n'es qu'un mécanicien, et ce n'est pas la peine que tout le monde le sache. Tu as honte que je travaille dans un garage? Oui, il y a de la saleté et de la graisse chez vous. Je n'ose même pas entrer dans votre cafétéria, à la station-service. Il doit y avoir des cafards qui courent partout. Et dans votre cafétéria, c'est mieux peut-être? Nous avons été contrôlés par les services d'hygiène. Et alors? Les cafards se sont cachés. Et dans votre cafétéria, à la station, ils ne survivent pas là-bas, ils ont peur de la saleté et des souris. Alors tu as compris comment te comporter? J'ai compris, j'espère que toi aussi tu ne vas pas commencer à flirter avec quelqu'un. Avec qui je flirterai? Notre bureau est principalement féminin. Il y a des divorcés et d'autres qui ne se sont jamais mariés. Comme Léa? Oui, comme Léa. Elle viendra d'ailleurs. Et avec qui viendra-t-elle? Avec personne, elle vit seule maintenant. Elle a toujours vécu seule. Tu en sais des choses. Elle sortait avec quelqu'un, mais ça n'est jamais devenu sérieux. Il s'est avéré qu'il était marié. Et Léa a dit qu'elle ne briserait pas une famille. Sauf qu'il est venu la supplier, disant qu'il ne fallait pas détruire sa famille. Continuons simplement à nous voir, sans engagement. Tu as un appartement. Et qu'a-t-elle fait? Elle ne l'a pas laissé franchir le seuil. Elle lui a dit « Si tu reviens, j'appelle ta femme et je lui raconte tout. Allez, habille-toi, il est temps de partir. Et mets ton nouveau manteau, sinon il reste accroché inutilement. Les mythes vont bientôt le dévorer. » Une demi-heure plus tard, ils se tenaient dans le hall du rez-de-chaussée de l'immeuble où travaillait Sylvie. Ils avaient laissé leur manteau au vestiaire. On leur donna des numéros que Sylvie glissa dans son sac et ils se dirigèrent vers la salle où les tables étaient dressées. Paul et Sylvie s'étaient rencontrés 6 ans auparavant. Paul travaillait déjà dans un atelier de réparation automobile et Sylvie avait amené sa voiture pour une révision. Elle voulait voir comment cela se faisait. Paul avait demandé « Excusez-moi, vous ne nous faites pas confiance ?»« Non, pourquoi? Je vous fais confiance, mais je veux m'assurer que je ne pourrai pas le faire moi-même. » « Intéressant. Tenez, voici la clé. Votre courroie de ventilateur doit être changée. Sur cette voiture, l'opération n'est pas compliquée. Et comment fait-on? D'abord, on dégage l'accès à la courroie. Ensuite, on desserre les boulons de fixation de l'alternateur. La tension de la courroie se fait par l'alternateur. Avant de tourner le boulon de réglage, il faut le lubrifier. Attention, il faut maintenir le boulon par en dessous, sans le lâcher. Il fait office de contre-écrou. Puis tout se fait dans l'ordre inverse. On installe la courroie en passant par la pompe, on la tend, on fixe le boulon de tension et on serre la fixation inférieure de l'alternateur.
Cela prendra environ une demi-heure si on fait tout lentement et attentivement. Prenez les clés et allez-y. Mais je ne peux pas, le moteur est sale, et les écrous aussi. Je peux vous donner un chiffon, vous essuyez le moteur, ou prenez une combinaison et tournez les écrous. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Paul. Et moi, Sylvie. Paul, je ne pourrais vraiment pas faire ça. Et les gants, ils sont sales aussi. Et puis, il faut changer d'huile. Il faut se glisser sous la voiture. Je ne rentrerai jamais là-dessous. C'est pour ça. Laissons chacun faire son métier. Il effectua tous les travaux, changea la courroie de ventilateur et Sylvie, par précaution, prit son numéro de téléphone avant de partir. Mais le destin les réunit bientôt à nouveau. Ce jour-là, après le travail, Paul passa dans un café pour manger un morceau. Il vit un type coincer Sylvie dans un passage étroit et lui dire avec agressivité « Écoute, allumeuse, tu crois que tout va te passer comme ça? On va chez moi maintenant, et je vais t'apprendre à arrêter de faire ta maline. Il est temps de répondre de tes actes. » Paul intervint dans la dispute, et le type, avec bientôt un œil au beurre noir, quitta rapidement le café. Sylvie expliqua à Paul. « J'étais assise à ma table avec des copines, et ce type a commencé à m'inviter à danser. Puis il a exigé que j'aille chez lui boire un thé. Les filles l'ont distrait, et je me suis caché dans les toilettes, mais il m'a intercepté et a commencé à me menacer. Je ne sais pas comment tout cela se serait terminé sans toi. Tu ne veux pas me raccompagner? Je te raccompagne. Ton mari ne va pas être fâché? Je ne suis pas marié, donc personne ne va être fâché. » Ils sortirent dans la rue. Le type vexé avait déjà convaincu quelques gars de les attendre à la sortie du café. Mais Paul les repéra immédiatement et se prépara à se battre. Ce qui, dans ce cas, était inévitable. Mais c'était son quartier, il avait grandi ici. Quand ils s'approchèrent des gars, ceux-ci le reconnurent, et l'un d'eux dit « Mais c'est Paul, ses potes nous arracheront la tête pour lui. Alors mec, désolé, débrouille-toi avec lui tout seul si tu veux encore en prendre. Et il ne va pas rouiller. » Les gars saluèrent Paul et s'écartèrent quand il passa avec Sylvie. Depuis ce jour, ils commencèrent à se fréquenter. Pendant un certain temps, Sylvie se comporta de manière tout à fait correcte. Paul fit la connaissance de ses parents, qui n'étaient pas satisfaits du choix de leur fille. Ils espéraient un meilleur parti pour elle. Quelques mois plus tard, Paul lui fit sa demande. Elle accepta et dit « Puisque les choses se passent ainsi, demain on va à la mairie déposer notre dossier. Et si on en discutait avec tes parents? » Discuter de quoi exactement? Eh bien, demander ta main. Paul, quelle main? On est au lit ensemble. Ça fait 1 mois que je ne dors plus à la maison. Tu crois qu'ils vont avaler que je vis chez Léa? Bref, oublie ces vieilles traditions. Je vais tout régler moi-même. Effectivement, 1 mois plus tard, ils se marièrent et emménagèrent dans une maison offerte par les parents de Sylvie et enregistrée à son nom. Ainsi commença leur vie conjugale. La première grosse dispute eut lieu 6 mois après le mariage. Des amis de Sylvie les invitèrent à une soirée. Ils y allèrent en voiture. Paul conduisait. Il devait rester sobre. À la soirée se trouvait un type de leur âge, considéré comme un cadre important travaillant dans la région. Où exactement? Il ne le disait à personne, laissant entendre qu'il appartenait aux plus hautes sphères. Sylvie le connaissait. En la voyant, il se mit à la poursuivre. Ils ne manquèrent aucune danse. Il ne la quittait pas. Pendant une pause, quand Paul s'approcha d'eux, Sylvie demanda « Paul, apporte-moi quelque chose à boire, s'il te plaît. » Le cavalier de Sylvie lâcha une plaisanterie humiliante à l'adresse de Paul alors qu'il revenait avec les verres. Paul comprit et faillit laisser tomber les boissons. En un instant, il eut l'impression que sa vie s'effondrait. Il posa simplement les verres sur la table la plus proche et sortit dans la cour intérieure obscure pour reprendre son souffle. Il comprenait qu'il ne pouvait guère rivaliser avec ce cavalier. Celui-ci avait de l'argent, à en juger par ses vêtements. Il avait fait, selon ses dires, une brillante carrière et s'était déjà vanté d'avoir une belle maison dans le Chélieu. Du point de vue de Sylvie, ce soir-là, Paul n'était qu'un simple personnel de service sans avenir. En même temps, Sylvie était au 7e ciel qu'un homme jusque-là inaccessible lui manifeste de l'intérêt. Que faire? Si Paul provoquait une bagarre, qu'il pourrait certainement gagner, cela ne donnerait rien. Ce cavalier et sa femme venaient de détruire ce qu'il y avait de meilleur dans sa vie. Il décida que la vie ne s'arrêtait pas là et que la meilleure option était d'aller de l'avant, aussi bien et aussi vite que possible. Paul s'approcha de la table, prit les boissons pour Sylvie et les lui tendit.
Elle prit le verre et à ce moment-là, Paul lui remit les clés de la voiture et dit « Je pars. Je vois que tu n'es pas encore prête, donc je vais prendre un taxi. » Il regarda son cavalier et ajouta « Je pense que notre histoire est terminée. » Sylvie, absorbée par la conversation, sourit à Paul et répondit « D'accord, chérie, on se voit à la maison ?»« Non, on ne se verra pas. À ton retour, je ne serai plus là. » Une grimace sombre se dessina sur son visage. Elle demanda « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Écoute, je ne vais pas faire de scène ici. Je vois parfaitement ce qui se passe entre vous et je ne suis pas le seul. Je vois que ton cavalier a conquis ton cœur. Et pourquoi pas? Il est plus riche que moi, mieux habillé. Il a plus de relations, plus de succès. Et moi, je suis un type ordinaire. Je gagne un salaire moyen en faisant un travail ordinaire. Comment pourrais-je rivaliser avec lui? Peut-être qu'aujourd'hui, il t'a été envoyé par le ciel. Vas-y. Si tu t'attendais à ce que je me mesure à lui, n'y compte pas. Même si tout le monde voit ce qu'il attend de toi. » Sylvie et son cavalier écarquillèrent les yeux devant une telle déclaration. Les invités de la soirée se turent, s'attendant à ce qu'un orage éclate. Avant que quiconque ne reprenne ses esprits, Paul acheva. « Bien sûr, tu es belle, séduisante et intelligente. Mais personne n'est parfait, n'est-ce pas? Sa pauvre femme, qui n'est pas venue ici avec lui, est assise à la maison. Il ne voulait pas qu'elle le dérange. Et ses enfants alors? Qui s'en soucie? Évidemment, pas vous. Pour répondre à ta question, non, je ne serai pas à la maison quand tu rentreras. Alors tu peux inviter ton cavalier à passer la nuit, et j'emporterai mes affaires dès que je pourrai. » Paul se retourna et se dirigea vers la sortie en sortant son téléphone de sa poche pour appeler un taxi. Se réveillant comme d'un rêve, Sylvie cria « Paul, attends !» Paul s'arrêta, éteignit son téléphone et se retourna. Sylvie, en bégayant, commença à expliquer. « Paul, ce n'est pas ce que tu crois. Écoute, je ne vais pas discuter avec toi. Je te connais mieux que quiconque. Et j'ai vu ce que j'ai vu. Tu peux tourner ça comme tu veux, mais nous connaissons tous les deux la vérité. Avec ce type, tu te vois depuis déjà 3 jours. Tous tes amis ne parlent que de ça à cette soirée. Et ils attendent que je fasse quelque chose. Tout le monde voit comment tu le regardes, comme tu me regardais autrefois. Mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, tu n'es plus la femme que j'ai rencontrée au garage. » Après réflexion, Paul ajouta « Je ne sais pas s'il s'est déjà passé quelque chose entre vous, mais je comprends que ce n'est qu'une question de temps. Tu peux détruire ta vie si tu veux, mais je ne laisserai pas détruire la mienne. Donc je pars d'ici ? » Non, Paul, s'il te plaît, ce n'est pas ça. Nous nous sommes effectivement vus, mais tout ce que nous avons fait, c'est déjeuner dans un café. Tu veux dire que tu n'as aucune attirance ni attachement pour lui ? Oui, c'est exactement ce que je dis. Paul soupira profondément et répondit « J'ai vu aujourd'hui ce que j'ai vu, et tout le monde l'a vu à cette soirée, qu'il a lui-même organisée d'ailleurs. Je ne me savais pas, maintenant tu le sais. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Dis-moi, depuis qu'on est entré ici, tu m'as vu ? Non, j'étais occupé. » Paul prit son téléphone, mais Sylvie l'arrêta. « Non, Paul, attends, s'il te plaît. Laisse-moi aller chercher mon sac. Je rentre à la maison avec toi. » « Mais je ne veux pas te déranger. Ton cavalier bavait quand tu as couru après moi. Qu'il aille au diable avec sa soirée. Paul, je pars avec toi. Mon histoire de flirt avec lui est terminée. Allons chercher mon sac. Je t'aime, tu es mon mari, et tu vas me ramener à la maison. » Ils retournèrent à l'intérieur. Le cavalier se tenait près d'une autre table, charmant visiblement une autre amie naïve. Sylvie s'approcha de lui et dit calmement « Je quitte ta soirée avec mon mari et je te conseille d'arrêter de me harceler. Tous les collègues invités se moquent déjà de toi, et je ne suis pas sûr que ce qui s'est passé ici ne finira pas par arriver aux oreilles de ta femme. » Sylvie prit son sac et se retournant, attrapa Paul par le bras et ils se dirigèrent vers la sortie. Le scandale fit alors étouffer, mais à la maison, Paul bouda longtemps Sylvie. Ils eurent une conversation sérieuse et elle commença à comprendre à quel point son comportement à cette soirée avait été inacceptable. 1 an plus tard, cette situation faillit se répéter, mais Sylvie reprit ses esprits à temps, abandonna le prétendant insistant, s'approcha de son mari et dit « Paul, rentrons à la maison. Et pardonne-moi, je crois que je me suis mal comporté. Tu as bien l'évalué. » Et voilà qu'ils se rendaient à une nouvelle soirée d'entreprise, ou plutôt qu'ils étaient déjà arrivés et entrés dans le café appartenant à leur société.
Ce soir-là, il était fermé au public à l'occasion de la fête de l'entreprise. Ils entrèrent dans la salle. Tout était prêt pour la célébration. L'administratrice de la salle leur montra leur place. Paul s'éloigna pour se laver les mains et Sylvie alla s'asseoir là où on lui avait indiqué. À ce moment-là, à la place du mari, vint s'asseoir Nicolas, récemment embauché comme directeur adjoint des ressources humaines. Il avait déjà un peu bu et savouré sa nouvelle fonction. Il avait repéré Sylvie dès ses premiers jours de travail dans l'entreprise et avait décidé qu'il aurait absolument une aventure avec elle. En attendant, dès qu'il le pouvait, il flirtait avec elle au travail et elle répondait légèrement à ses avances. Nicolas avait étudié le dossier personnel de Sylvie et savait tout d'elle. Il savait surtout qu'elle n'avait pas d'enfant et qu'elle était mariée. Son mari travaillait dans un centre auto, simple mécanicien. Ce soir, en participant à l'organisation du banquet, Nicolas avait largement goûté au whisky prévu pour la table des fondateurs et du directeur général. Lorsque Sylvie s'assit à sa place, les fondateurs étaient déjà installés et disputaient avec le directeur général, Anatole. Anatole vit Nicolas, légèrement éméché, traverser la salle et s'asseoir à côté de Sylvie, avec qui il engagea la conversation. On l'entendait lui faire des compliments et flirter ouvertement, en laissant clairement entendre qu'il rêvait de passer la nuit avec elle à l'hôtel. À ce moment-là, un homme s'approcha. Anatole ne savait pas que c'était Paul. Arrivé à la table, Paul vit que Sylvie bavardait avec un inconnu assis à sa place. L'homme, déjà bien entamé, faisait une proposition directe à sa femme de coucher avec lui à la fin de la soirée. En réponse, Sylvie gloussait bêtement, sans remarquer que tout le monde autour d'eux s'était tu, et que le directeur général ainsi que les fondateurs suivaient la scène du regard. Paul dit « Excuse-moi mon vieux, tu n'es pas assis à ta place, et ma femme n'ira nulle part avec toi. Qui es-tu, toi, et pourquoi tu décides à sa place de ce qu'elle va faire? Là-bas, au bout de la table, il y a une place. Va t'asseoir là-bas. Et nous, on va s'amuser avec Sylvie. N'est-ce pas, Sylvie? Pourquoi il décide de ce que tu dois faire ?» Nicolas caressa la main de Sylvie et tenta de l'enlacer, et elle n'opposa aucune résistance. Elle dit à Paul « Paul, tout va bien, calme-toi. C'est Nicolas, le directeur adjoint des ressources humaines. Et alors, ça lui donne le droit de te traîner au lit et de te peloter devant tout le personnel ?» Nicolas se leva de toute sa hauteur en disant « Tu sais qui je suis ?» Le poing de Paul fusa, et Nicolas s'envola sur la table qui se brisa sous son poids. C'était un cas. Oh! Il gisait au milieu des hors-d'œuvre. Paul regarda et dit à sa femme « Il reprendra ses esprits dans un quart d'heure. » Après quoi il se dirigea vers la sortie. Dans le hall, il se souvint qu'il n'avait pas le ticket du vestiaire ni les clés de la maison. Et sans ticket, on ne lui donnerait pas son manteau, car on ne le connaissait pas ici. Quant aux clés, ils avaient un jeu de rechange caché dehors, près du garage. Il sortit dans la rue. Sur le parking se trouvaient des voitures. L'un des chauffeurs le reconnut et demanda « Pourquoi tu es si légèrement vêtu? On n'est pas en plein mois de juin. »« Je dois rentrer à la maison, mais le ticket est dans le sac de ma femme. »« Où est ta femme? » Elle essaie de ranimer son soupirant, là-bas. « Je vois, tu as été jaloux et tu lui as mis un coup dans l'œil. »« Pas dans l'œil, à la mâchoire. »« Bon, monte, je vais te déposer. »« Mais je n'ai pas d'argent sur moi, tout est à la maison. Laisse tomber, j'amène ma voiture à ton atelier. » Pendant ce temps, dans la salle, le directeur général qui avait tout entendu et vu s'approcha de Nicolas évanoui, jeta un coup d'œil et dit « Rien de grave, il va se réveiller. C'est juste un cas. » Oh. Puis, s'adressant à Sylvie, il demanda « C'était votre mari ? Pourquoi c'était ? Parce qu'il est parti, si vous n'avez pas remarqué. Dommage, il n'en a pas mis davantage à ce Casanova. Mais il a eu tort, il ne pouvait pas faire ça. Dites-moi, et le fait que vous ayez humilié votre mari devant tout le personnel, vous aviez vraiment l'intention d'aller à l'hôtel avec ce type-là? Non, bien sûr que non. Courez après votre mari. Il va se calmer et revenir. » Léa, qui se tenait à côté et avait suivi Paul discrètement, dit « Il est sorti, il est monté dans une voiture et il est parti. » « Où ça? Je ne sais pas. » On versa de l'eau minérale sur la tête de Nicolas. Il reprit connaissance, s'assit par terre au milieu de la vaisselle brisée et des plats renversés, et demanda « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le directeur général répondit « Ce qui s'est passé, c'est que tu viens d'être licencié de ton poste de directeur adjoint, parce que tu n'as pas passé ta période d'essai. »« Mais j'ai déjà travaillé 3 mois. » « Il fallait lire ton contrat de travail.
Il y est écrit que pour certaines catégories de salariés, la période d'essai est de 6 mois. Cela concerne les dirigeants de l'organisation et leurs adjoints. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Réfléchis un peu tout seul. Les serveuses arrivèrent, débarrassèrent rapidement la vaisselle cassée et apportèrent une autre table. Pendant ce temps, Sylvie trouva son sac et se dirigea vers la sortie. Elle essayait d'appeler son mari, mais son téléphone restait muet. Elle récupéra ses vêtements au vestiaire et l'on donna aussi le manteau de Paul. Léa sortit en courant à sa suite et demanda « Sylvie, comment tu ne comprenais pas ce que tu faisais ? Tout le monde autour de toi voyait Nicolas, complètement ivre, te supplier d'aller avec lui à l'hôtel après la soirée. » On parlait doucement. Doucement, c'est comme nous parlons maintenant, toi et moi. Paul avait peut-être tort de le frapper. Il sait qu'il est plus fort que lui physiquement. Mais je réglerai ça avec lui à la maison. Ne fais pas de bêtises. Tu comprends ? Tu l'as humilié devant tout notre service. Et ce qu'il a fait force le respect. Je ne pense pas qu'il reste longtemps seul s'il divorce. Divorce ? Il n'y aura pas de divorce. Pendant ce temps, Paul arriva au pavillon, prit les clés de secours qui étaient cachées dehors, près du garage. Il entra dans la maison. Il arracha sa cravate qui lui sortait par les yeux, enleva sa veste. Il se dit qu'il était déjà tard. Aller dormir chez quelqu'un, ce serait gâcher le week-end des gens, même s'il avait des amis prêts à l'aider. Il supposait aussi que la police pourrait venir le chercher. Il décida que Sylvie ne rentrerait probablement pas ce soir, mais cela ne le concernait plus. Oui, il l'aimait, mais son comportement était devenu impossible à comprendre. Il pensa que si elle agissait ainsi en sa présence, et ce n'était pas la première fois, comment se conduisait-elle quand il n'était pas là ? Puisque, tôt ou tard, on viendrait peut-être pour lui, il décida qu'il n'avait rien à perdre. Il n'avait pas l'intention de fuir. Il ne vivrait plus dans cette maison. Pour avoir frappé ce petit chef, au pire, il risquait 1 an et demi, pas forcément de prison ferme. Et il ne perdait pas grand-chose. Il savait que, même s'il devait purger une peine quelque part, il reviendrait un jour. Et son atelier de réparation l'accepterait de nouveau. Et si ce n'était pas le cas, il trouverait du travail ailleurs. Il n'avait jamais eu peur de travailler. Il se dit qu'il pouvait bien boire un peu. On ne savait pas quand l'occasion se représenterait. Il alla à la cuisine, sortit des sandwichs du réfrigérateur et une bouteille de cognac de l'armoire à vin. Il en versa un peu dans un verre, but, mangea. On entendit une voiture se garer devant la maison. Il s'attendait à voir la police sur le seuil, mais la porte s'ouvrit et ce fut Sylvie qui entra. Elle tenait le manteau de Paul à la main. Elle le jeta par terre, retira sa fourrure et dit, la colère dans la voix. « Quand on se préparait à partir, je t'ai expliqué comment tu devais te comporter avec mes collègues. Dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que je t'ai dit ? Donc je devais rester debout en silence et regarder ton collègue te tripoter et t'humilier devant tout ton service ? C'est comme ça que ça se passe chez vous ? Chez nous, il aurait reçu tout de suite un coup de barre de fer sur la tête. Et personne n'irait courir après la femme d'un autre. De ce point de vue, on est plus correct que les gens de ta boîte. Ah, vous êtes correct là-bas. Et c'est pour ça que tu cognes au visage un homme ivre ? S'il avait été sobre et s'était comporté pareil, il aurait pris encore plus fort, et pas seulement en pleine figure. Dis donc, pour qui tu te prends ? Tu as débarqué dans cette maison, tu t'y es installé, je t'habille, je te chausse. Même ce manteau que tu as laissé au vestiaire, c'est moi qui te l'ai acheté. Donc mon salaire ne compte absolument pas ? Qu'est-ce qu'il y a à compter ? Très bien, j'ai compris. La voix de Paul devint froide, égale, comme morte. Ses cordes vocales vibraient, et il ne pensait qu'à une chose, ne pas exploser. Serrant les poings, il ajouta « Avec ton accord, ce soir je vais dormir dans la chambre de Zami. Demain matin, je rassemblerai mes affaires et je partirai. Ce que je ne pourrai pas emporter tout de suite, je le prendrai plus tard, en m'arrangeant avec toi. Si ça ne te convient pas, je pars maintenant. Ce que tu m'as acheté, ce manteau, le costume que je portais ce soir et tout le reste, je ne les prendrai pas. Tout est presque neuf, tu pourras le revendre dans un dépôt-vente. C'est là que tu l'as acheté, non ? » Après ces mots, Paul se versa encore du cognac, le but d'un trait, puis alla dans la chambre d'Ami et prépara le lit. Il entendit Sylvie prendre une douche dans la salle de bain attenante à leur chambre principale. Puis, une demi-heure plus tard environ, il l'entendit parler au téléphone. Après leur échange, Sylvie monta dans la chambre, se doucha, puis appela Léa qui répondit, mais pas tout de suite. « Alors, comment ça va ? » demanda Léa. « Bof, je l'ai engueulé et lui a fait sa petite crise.
Il a dit que demain il partirait pour de bon. Je me demande bien où. Comment ça, il n'a nulle part où aller? Bien sûr que non, mais ça lui servira de leçon. Pourquoi diable fallait-il frapper Nicolas? Sylvie, tu es naïve ou quoi? Ce que Nicolas a fait, tout le service l'a vu. Et le directeur général, avec les fondateurs, aussi. Tu te rends compte de la façon dont tu as humilié ton mari? Pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Tu sais bien que parfois j'aime flirter, mais ça ne veut rien dire. Écoute, je sais qu'une collègue a tout filmé sur son téléphone. Demain, je lui demanderai de m'envoyer la vidéo. Pourquoi faire? Pour que tu vois ce que ça donne de l'extérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé après mon départ? Le directeur général a fait un discours. Nicolas a été renvoyé chez lui. Je pense qu'on ne le reverra plus. La responsable du personnel m'a dit qu'il avait été viré de son précédent poste pour alcoolisme et histoire de cœur. Pourquoi l'avoir embauché alors, et à un tel poste? Voilà pourquoi un des fondateurs a dit au directeur général que Nicolas était incompatible avec la fonction qu'il occupait. Le directeur a répondu qu'il avait déjà pris sa décision de le licencier, puisqu'il n'avait pas passé la période d'essai. D'ailleurs, tu l'as entendu toi-même. Et ce que disent les autres? Ils disent qu'il faut vraiment détester son mari pour le piétiner comme ça et draguer un type sous son nez. Mais je ne draguais personne. Je voulais juste m'amuser un peu. S'il n'y avait pas eu la bagarre, il ne se serait rien passé. Et la vidéo, tu ne peux pas l'avoir ce soir? Non. Elle est venue avec son mari pour la partie officielle. Ils ont dansé quelques danses, puis ils sont partis. Ils ont laissé les petits à une voisine. Alors elle n'est plus là. Je l'appellerai demain et je lui demanderai. Maintenant, excuse-moi. La fête continue. Pendant ce temps, Paul se battait avec le sommeil. Il décida que le matin, il déterminerait quoi faire ensuite. Mais il sentait bien que cela ne pouvait plus durer. Un sommeil agité finit par le prendre, et lorsqu'il ouvrit les yeux, il faisait encore nuit dehors. Après être resté un moment allongé, Paul fit mentalement la liste de ce qu'il devait accomplir ce jour-là. Il constata que presque tout ce qu'il possédait venait de Sylvie. Elle aimait l'habiller, et lui ne portait presque rien de tout cela. Même son téléphone portable venait d'elle. Côté affaires, il avait une vieille veste de mi-saison, mais les températures restaient supportables. De vieilles chaussures, usées depuis des années, qu'il aurait dû jeter depuis longtemps. Une paire de bottes en caoutchouc aussi, mais sortir avec ça par temps froid aurait été ridicule. En essayant de ne pas faire de bruit, Paul se leva et commença à rassembler ses affaires. Il trouva ses papiers, puis se faufila jusqu'à la cuisine. Il prépara du café dans une petite casserole, s'assit à la table et prit son petit déjeuner. Après quoi, il évalua le volume de ce qu'il avait rassemblé, tria une nouvelle fois en écartant ce dont il n'aurait pas besoin dans l'immédiat. Il obtint un sac de taille moyenne. Il appela un taxi. Il attendit de messages indiquant que la voiture arriverait dans 10 minutes. Il posa son téléphone portable sur la table et quitta la maison. Sylvie n'entendit pas Paul partir. Elle s'était endormie tard, elle aussi, mais elle pensait qu'il ne partirait pas, d'autant plus que c'était samedi. Se réveillant vers 10 heures, Sylvie enfila un peignoir et descendit. Elle entra dans la cuisine. Elle remarqua que Paul, apparemment, avait déjà pris son petit déjeuner. Elle sortit la petite casserole et commença à préparer son café. Puisque le manteau de Paul gisait là où elle l'avait jeté, et que ses nouvelles chaussures étaient dans l'entrée, elle pensait qu'il était dans la chambre d'amis. Elle but son café et finalement décida qu'il fallait connaître ses intentions et le forcer à s'excuser pour le scandale de la veille. Sylvie alla dans la chambre d'amis et vit qu'il y avait là une pile soigneusement rangée de vieux vêtements rassemblés par Paul. À côté se trouvaient des bottes en caoutchouc. Elle monta rapidement dans la chambre, appela son portable et entendit la sonnerie provenir de la chambre d'amis. Elle y entra, le téléphone était posé sur la table. Paul ne l'avait pas pris. Elle se souvint que c'était elle qui lui avait offert ce téléphone pour son anniversaire. C'était précisément pour cette raison qu'il ne l'avait pas pris. Mais ce qu'il avait mis au pied restait un mystère pour elle. Même les pantoufles d'intérieur étaient à leur place. Elle avait oublié qu'il avait de vieilles chaussures. Et il restait encore la question de savoir où il avait pu aller un samedi. À ce moment-là, Léa l'appela et dit « Bonjour ma chère, je t'envoie la vidéo de ton flirt d'hier. Dis-moi, comment tout s'est terminé hier? Tu as fait du charme de manière insultante pour ton mari. Et c'était le moment le plus marquant de la soirée. Je pense qu'on va en parler longtemps au bureau. D'ailleurs, tout se voit bien sur la vidéo. Bon, en voilà, je vais regarder. Comment va Paul? Je ne sais pas, il est parti. Où ça?
Ça aussi, je ne le sais pas. Je me suis réveillé et il n'était pas à la maison. Quoi, il n'a pas dormi à côté de toi? Il a dormi dans la chambre d'amis. On a parlé hier soir et il a dit qu'il partirait ce matin. Mais je ne l'ai pas cru. Je pensais qu'il bluffait. Je croyais qu'il m'aimait. Tu es stupide, Paul t'aime vraiment. Appelle-le, supplie-le de revenir. Il n'a pas pris son téléphone. Il n'a rien pris de ce que je lui ai offert ou acheté. Alors comment est-il parti? Dans ce qu'il portait en arrivant? Ma pauvre, tu exagères. Tu le considères toujours comme coupable? Je ne sais plus. Regarde la vidéo et tu comprendras tout. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Oui, ne regarde pas cette vidéo sur ton téléphone. Télécharge-la sur ton ordinateur ou ton portable, et tu peux la mettre sur une clé USB pour la regarder sur un grand écran. L'enregistrement est excellent. Je pense que tu comprendras beaucoup de choses. Oh, d'accord. Je ferai comme tu dis. Après avoir rapidement transféré la vidéo sur une clé USB, elle l'inséra dans le grand téléviseur. Elle pensa qu'elle irait chercher une bouteille de vin, notant au passage que Paul n'avait pas bu tout le cognac. Elle apporta aussi quelques amuse-gueules. Elle se servit du vin, en but une gorgée et alluma la télévision. Ce court clip la dévasta. Elle se vit avec Nicolas complètement ivre qui, sans gêne devant personne, la serrait dans ses bras, lui caressait les épaules, s'extasiait bruyamment sur sa silhouette. Puis il lui proposait ouvertement d'aller à l'hôtel après la soirée. Et derrière eux se tenait Paul. En réponse à tout cela, Sylvie gloussait bêtement et hochait la tête. Pourtant, elle se souvenait parfaitement qu'à ce moment-là, elle croyait que personne ne les voyait. Elle n'avait pas non plus remarqué Paul debout derrière elle. Elle ne l'avait pas vu avant qu'il ne parle. Elle pensait que Nicolas allait se lever et partir. Mais celui-ci s'était comporté grossièrement. Elle eut honte de lui et d'elle-même. Elle pensa « Comment regarder maintenant mes collègues dans les yeux? Comment faire revenir Paul maintenant ?» Elle se souvint de son comportement hier soir à la maison, étalant le fait qu'elle était le principal soutien de famille et que c'était lui qui lui devait tout ce qu'il avait. Elle composa le numéro de Léa, qui répondit. Elle demanda « Alors, tu as regardé la vidéo ?»« Oui, Léa, j'ai besoin d'aide. »« Je pense que ce n'est pas mon aide qu'il te faut, mais celle d'un psychiatre. Seulement, je n'ai pas ces compétences-là. »« Léa, viens chez moi. »« En fait, je suis en ville. Je vais prendre un bus. Il va vers votre quartier. J'arrive dans une quarantaine de minutes. Je prends quelque chose? J'ai une cave pleine d'alcool. Oui, je sais. Je demande si je prends un gâteau ou quelque chose. Prends un gâteau. » Pendant ce temps, Paul était arrivé en taxi à l'atelier de réparation où il travaillait. Il déposa ses affaires dans le vestiaire et les rangea dans un casier vibre. Puis il enfila sa tenue de travail. Le chef d'équipe demanda avec surprise. « Tu es en congé aujourd'hui, non ? » ?»« Peu importe. Le salaire sera plus élevé. Tu as quelque chose pour moi ? » ?»« Oui, il y a du travail. Regarde cette voiture là-bas. Ils l'ont amenée en remorque. » »« Quoi ? Ils étaient trop paresseux pour appeler notre dépanneuse ? » ?»« Notre dépanneuse était occupée. »« Mais quelle différence pour toi ? Tu t'en charges ? » ?»« Qu'est-ce qu'elle a ? » ?»« Un problème de moteur. Elle ne démarre pas. Les mécanos ne l'ont pas encore regardée. Et il y a un souci avec le train roulant. Jette un œil au frein aussi. »« D'accord, je m'en occupe. Pourquoi vous ne l'avez pas mis sur le pont élévateur ? » ?»« On n'a pas eu le temps. Je vais dire au gars de t'aider à la pousser. » Paul inspecta le moteur. Ensuite, la voiture fut poussée sur le pont élévateur et il l'examina par en dessous. Il alla voir le chef d'atelier, le prit à part et dit « Écoute, appelle la police. » « Qu'est-ce qui se passe ? » Quelqu'un a endommagé le circuit de freinage. À la première descente, il se serait écrasé. « Et le moteur, qu'est-ce qu'il a ? » Il manque simplement le fil central de la bobine d'allumage. Mais il n'a pas pu disparaître tout seul. Comment vous avez pu la remorquer sans frein d'ailleurs ? Écoute, ne cherchons pas la bagarre. Je vais contacter le propriétaire. Qu'il vienne, tu lui expliqueras tout. Pendant ce temps, Léa était arrivée chez Sylvie. Elles s'installèrent à table, ouvrirent une bouteille de vin. Léa dit « Sylvie, je comprends tout, mais j'aimerais entendre toute la vérité sur tes relations avec Nicolas pendant les heures de travail. Ce n'est un secret pour personne que tu es très proche de lui. » Léa, mes relations avec Nicolas au travail n'allaient pas au-delà d'un flirt ordinaire. Oui, ma chère, je remarque depuis longtemps que ce comportement avec les hommes est devenu une partie intégrante de ta vie. Je n'ai jamais compris comment Paul supportait tout ça. Il n'y a rien de grave là-dedans.
Tu ne comprends pas que le but des hommes qui flirtent avec toi, c'est de transformer votre relation en quelque chose d'horizontal. Tu exagères. Je voulais juste passer du bon temps, m'amuser. En général, mon flirt était parfois motivé par le désir d'étudier la personne. J'essayais de la mettre mal à l'aise avec mes plaisanteries et mes taquineries. Bon, ça c'est pour tout. Qu'est-ce que tu avais avec Nicolas? Pourquoi s'est-il comporté de manière si arrogante et désinvolte avec toi? Au travail, je flirtais un peu avec lui, mais rien de sérieux entre nous. Il ne m'a même jamais embrassé, même si on parlait de divers sujets. Là, il était simplement ivre. En gros, tu es accro au flirt et maintenant tu en es dépendante. Tu ne t'appartiens plus. Suite à ton flirt avec Nicolas, tu lui as donné de l'espoir pour une relation plus intime. C'est-à-dire que tu lui as carrément exprimé ta sympathie par des regards expressifs et des jeux de séduction? Non, pas du tout. Je ne lui ai jamais rien promis. J'aime Paul. Ah, Sylvie, comment ne comprends-tu pas? Le flirt, au fond, c'est un signal par lequel quelqu'un suggère « je suis attiré par toi, je voudrais plus qu'une simple conversation ». Et surtout, pourquoi commences-tu ce jeu si tu aimes quelqu'un d'autre? Tu es heureuse avec lui et tu ne comptes pas entamer une nouvelle relation. Tu comprends, idiote, que maintenant que la vérité est connue, tu peux perdre Paul. Tu l'as mis face à un choix difficile. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut le retrouver. Il doit être au garage maintenant. Mais où il est parti, je ne sais pas. Il a un studio, mais il est loué en ce moment. Des gens y vivent. Pendant ce temps, le propriétaire de la voiture arriva au garage en taxi. Il trouva le chef d'atelier, qui appela Paul. Paul, en le voyant, fut surpris. C'était le directeur général de l'entreprise de Sylvie. Celui-ci le reconnut aussi et dit « Je n'aurais jamais pensé te croiser. Tu as démontré un magnifique uppercut hier. Il a repris connaissance 10 minutes après ton départ. » Et comment a réagi ma femme? Aucune idée, mais je sais qu'elle est partie tout de suite. Elle n'aurait pas dû flirter avec lui devant tout le personnel. Et j'ai tout entendu et vu. Qu'est-ce qu'il y a avec ma voiture? Le circuit de freinage a été scié. Et je ne sais pas comment ils ont pu se glisser sous la voiture. Ils ont réussi. Et je sais même qui. Notre cour est sous vidéosurveillance et on voit Nicolas se glisser sous la voiture et y faire quelque chose. Pourquoi? Il m'a supplié de ne pas le licencier. Et il a assiégé mon entrée d'immeuble. J'ai refusé de lui parler. Par la fenêtre, je l'ai vu rôder autour de notre maison. Puis il a disparu. Mais avant ça, il regardait la voiture. Alors je suis descendu, j'ai enlevé le fil central pour que ma femme ne puisse aller nulle part pendant que je dors. Pourquoi vous nous avez appelés? Ce n'est pas moi, c'est ma femme. Elle voulait aller quelque part avec une amie, mais elle n'a pas pu démarrer. Alors elle a appelé vos gars pour qu'ils la fassent démarrer. Eux non plus n'ont pas pu, et ils ont remorqué la voiture ici. Donc appelez la police. Pas de problème, on va les appeler. Paul, dis-moi, comment je peux te remercier? Je devrais peut-être licencier ta femme, mais j'ai peur qu'elle parte d'elle-même après ce qui s'est passé. Je ne sais même pas quoi faire d'elle. Écoute, je vais la muter dans une filiale. Il y aura une place libre dans une semaine. C'est vous qui décidez. Pendant ce temps, Nicolas, complètement ivre, en survêtement, était assis devant une table basse. Dessus se trouvait une bouteille de vodka et une boîte de conserve de poisson ouverte. En se versant un nouveau verre, il pensait à ce qu'il avait fait hier. Le whisky l'avait trahi. Encore que... trahi. C'était Sylvie qui flirtait avec lui depuis qu'il avait commencé à travailler dans cette entreprise. Comment savait-il qu'elle viendrait avec son mari? Et puis il ne croyait pas qu'elle pouvait céder à ses avances comme ça. Maintenant, il comprenait que s'il n'avait pas autant bu de whisky, tout se serait peut-être bien passé. Une fois dégrisé, il était allé chez le directeur général, mais celui-ci avait refusé de lui parler. Il était sorti de l'immeuble, et la voiture du directeur lui était tombée sous les yeux. Il était allé dans le local des plombiers, au sous-sol. Pendant que personne n'était là, il avait pris une lame de scie à métaux. Il était sorti, s'était glissé sous la voiture et avait scié le circuit de freinage. Après ça, il était allé au magasin, avait acheté de la vodka et de quoi manger, et s'était assis pour réfléchir à ce qu'il allait faire. Le mari de Sylvie s'était révélé costaud et l'avait bien amoché. Ce genre de type, mieux vaut l'avoir comme ami. Ce genre d'ennemi, mieux vaut l'éviter. La mâchoire lui faisait encore mal. Quelqu'un sonna à la porte. Il ouvrit. Nicolas fut immédiatement plaqué au sol et menotté. On lui demanda
Avec quoi as-tu scié le circuit de freinage? Avec une lame de scie à métaux. Où est-elle? Dans mon manteau. Le manteau est dans l'entrée. Pourquoi tu l'as scié? Pourquoi il m'a viré? Et si sa femme était morte et lui avec? Quoi, il est vivant? Il est vivant, mais toi, tu vas aller en prison. Pendant ce temps, le lundi, Sylvie se rendit au travail. À l'entrée, on lui demanda de passer directement au bureau du directeur. Elle traversa le secrétariat sans retirer son manteau. La secrétaire lui proposa immédiatement d'entrer dans le bureau. Elle dit qu'Anatole l'attendait. Elle entra dans le bureau du directeur. Il était assis à son bureau. Devant lui se trouvait une tasse de café et des papiers. En voyant Sylvie, il dit « Asseyez-vous. Je ne vous retiendrai pas longtemps. » Sylvie s'assit et demanda « Vous m'avez convoqué à cause de ce qui s'est passé à la soirée d'entreprise ?»« Oui, à cause de ce qui s'est passé à la soirée. »« Vous me licenciez ? » ?»« Tu pourrais travailler dans notre bureau. » »« C'est difficile pour moi, j'ai honte. »« Incroyable. J'avais une toute autre impression. Et qu'a pensé ton mari ? Il a très mal pris des choses, et je comprends qu'il a raison. Comment penses-tu te réconcilier ? Il faut d'abord que je le trouve. Pourquoi le chercher ? Il est au travail, j'ai parlé avec lui. Je vais te dire, c'est un vrai homme, et tu devrais t'accrocher à lui, pas à un type vide comme Nicolas. Je te regarde et tu n'as pas l'air bête. Et je ne te comprends pas. Bon, écoute. Tu vas te reposer une semaine et tu iras travailler dans la filiale. Même poste, même salaire. Merci. Ne me remercie pas, remercie tes parents. Vous les connaissez ? Oui, je les connais depuis longtemps. Et souviens-toi, maintenant je vais surveiller de près ton comportement. Et réconcilie-toi avec ton mari, si tu le peux. Sylvie quitta le bureau sans passer par son service. Puis elle rappela Léa et l'informa. « Ma chère, on m'a muté dans une filiale. S'il te plaît, rassemble mes affaires dans un carton, je passerai ce soir, tu me les apporteras. » « Tu ne viens pas dans notre service ? » ?»« Non, je ne viendrai pas. »« Tu as tout compris ? » ?»« Oui, j'ai tout compris. Maintenant, il faut que j'obtienne le pardon de Paul. » Pendant ce temps, Paul terminait la réparation du train roulant de la voiture d'Anatole. Il n'y avait rien de particulier, mais le moment était venu de s'en occuper. Le circuit de freinage scié avait été remplacé, le fil central restauré. À ce moment-là, on l'appela au bureau du chef d'équipe. Quand il entra, le chef d'équipe lui indiqua le téléphone fixe et dit « C'est pour toi ». Le chef d'équipe partit avec un client dans l'atelier. Paul dit « J'écoute ». « Paul, c'est moi, Sylvie. Il faut que je te parle. »« Parle. »« Non, je veux te rencontrer. Et je t'attends dans votre café. »« Écoute, il y a des cafards et des souris là-bas. »« Je n'ai plus peur. »« D'accord, je serai là dans une demi-heure. »« Qu'est-ce que je te commande ? » ?»« Je commanderai moi-même. Quoique, des escalopes à la Kiev avec une garniture, je ne refuserai pas. » Le chef d'équipe revint et demanda « C'était ta femme ?»« Oui, elle. »« Qu'est-ce que tu vas faire ? » ?»« Allez, ne t'en fais pas, tout le monde sait que tu dors au garage. Moi aussi j'ai connu ça. Je travaillais comme routier. Et alors ? Pendant que je roulais dans différentes villes, ma femme s'était trouvée un amant. Vous avez divorcé ? Non. Je suis rentré et je l'ai démoli. Il a passé 3 mois à l'hôpital. Et j'ai un peu secoué la mienne aussi. Voilà. Elle est devenue docile comme un agneau. Elle n'évoque même plus d'autres hommes. Moi aussi, je me suis occupé de son cavalier. Maintenant, elle appelle et me demande de venir au café. Eh bien, vas-y, parle avec elle. Ne garde pas la colère en toi. Je sais par expérience à quel point ça fait mal. Paul entra dans le café. Sylvie était assise à une table. La commande avait déjà été apportée. Elle était, comme toujours, belle. Pas étonnant que les hommes la poursuivent. Il aurait probablement fait la même chose. Mais c'était justement à cause des hommes qu'ils étaient ici. En s'approchant, Paul vit que cette courte séparation lui avait été difficile, peut-être encore plus qu'à lui. Elle avait maigri. Sous ses yeux rougis étaient apparues des cernes sombres et de nouvelles rides qui n'existaient pas avant. D'habitude, elle cachait bien ses changements avec du maquillage. Mais cette fois, le maquillage avait été appliqué négligemment. Paul s'assit à la table. Sylvie lui prit la main et se mit à pleurer en disant « Paul, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Tu as bonne mine. Toi aussi, tu n'as pas l'air mal. Je sais que ce n'est pas vrai. J'ai commandé ce que tu as demandé. Tu veux boire quelque chose ?
Non, je suis au travail, et chez nous, c'est strict avec ça. Déjeunons d'abord et on parlera après. Je ne prévois pas de rester longtemps. Dis-moi simplement ce que tu veux me dire pour qu'on puisse se séparer tranquillement. On m'a dit qu'en passant par la mairie, ce serait plus simple. Sylvie hocha la tête et se mit à piquer dans l'escalope à la Kiev que la serveuse avait apportée. Paul commença aussi son repas. Bientôt, ils terminèrent le déjeuner et on leur servit du café. Après l'avoir bu, Sylvie dit « Paul, le divorce, c'est ce que j'essaye d'éviter. Je ne veux pas qu'on se sépare, je veux que tu rentres à la maison. Je pense que c'est la seule chose que je peux proposer maintenant. » Sylvie hocha la tête et répondit « Tout ça est vrai. Je me suis comporté de manière ignoble. J'aurais dû conduire Nicolas, d'autant plus qu'il était ivre. Je ne l'ai pas fait, mais ce n'est pas une excuse pour moi. La façon dont il s'est comporté avec toi montre que vous étiez déjà proches de manière inappropriée, encore plus proches que toi et moi. Tu crois vraiment que je vais croire que vous aviez des relations purement professionnelles au travail ? Là-bas, à la soirée d'entreprise, il a parlé de passer la nuit avec toi à l'hôtel comme d'une chose déjà décidée, à laquelle tu avais déjà consenti. Je ne comprends pas pourquoi je me suis autant relâché, mais je te jure que je n'ai jamais trahi les serments que je t'ai faits. Ce jour-là, après m'être assuré que Nicolas allait bien et qu'il était vivant, j'ai couru après toi immédiatement. Malheureusement, à cause du stress, j'ai mal évalué la situation et je t'ai insulté. Puis j'ai pleuré toute la nuit. C'est-à-dire que tu veux me convaincre que pendant les heures de travail, il ne s'est rien passé entre vous ? Que vous n'avez pas eu une liaison émotionnelle ? J'assume la responsabilité de mes actes, car effectivement, je flirtais avec lui. Mais je me suis convaincu que tout ça n'était pas sérieux, même si j'aurais mieux fait de ne pas le faire. Tu as eu une chance de prendre une décision, et tu l'as prise en faveur du flirt. Mais je t'aime. Ça me fait mal de penser à ma vie sans toi. J'ai parlé avec Anatole et je sais que tu es malheureux. C'est lui qui m'a conseillé de venir te voir au travail. Léa aussi a dit qu'on pouvait trouver un moyen de surmonter ça. Sylvie regarda Paul dans les yeux et demanda « Paul, dis-moi, tu m'aimes encore ?» Sylvie, tu m'as brisé le cœur, détruit ma confiance, pratiquement ruiné notre mariage. N'importe laquelle de ces raisons suffirait pour que je te déteste jusqu'à la fin de ma vie. Mais toutes ensemble, j'arrive à peine à vivre avec ça. Je sais que quand tu es ivre, ton bon sens est limité et tu es vulnérable à la flatterie. Mais ce jour-là, de la part de ton Nicolas, il n'y avait aucune flatterie, seulement de la vulgarité, et tu étais sobre. Alors la question est, comment peut-on vivre avec ça ? Paul, je comprends, il s'agit de confiance. Je ne peux pas la mériter immédiatement, mais je remplirai tous mes engagements. Je suis prête à ce que tu utilises tous les outils de surveillance. Contrôle de ma correspondance, de mon téléphone. Je suis prête à accepter l'installation d'un programme de localisation. Plus d'escapades, avec toi ou sans toi. Aucune fête, sauf chez mes parents. C'est-à-dire que tu es d'accord pour que j'installe une application de suivi sur ton téléphone, un GPS dans ta voiture, des programmes pour surveiller ta correspondance ? Oui, je suis d'accord. Et peut-être aussi un bracelet électronique à la cheville, comme si tu étais en résidence surveillée ? Si tu insistes, j'accepte. Sylvie, excuse-moi, mais tout cet ensemble de mesures, disons, ce n'est pas de la confiance. C'est une sorte de thriller d'espionnage. Tu vas me dire aussi que je dois venir te chercher tous les jours au travail et te raccompagner à la maison sous escorte. Je dois réfléchir à la situation. Tu vas vivre dans ton studio pour l'instant ? Non, je n'y vis pas. Je ne peux pas mettre les étudiants à la rue. Je leur ai même réduit le loyer de moitié. Pourquoi ? Je vois simplement comme c'est dur pour eux. Ce ne sont pas juste des étudiants, c'est un couple d'étudiants. Et apparemment, ils vont bientôt avoir un bébé. Pourquoi tu penses qu'ils ont une vie difficile ? Parce que je leur fais confiance. En plus, Vadim m'a demandé où il pouvait trouver un petit boulot. Et qu'est-ce que tu lui as conseillé ? Je l'ai pris avec moi, comme aide. Donc tu auras un salaire plus petit ? Sylvie, tout dans la vie ne se mesure pas en argent. Il y a d'autres valeurs. Paul, pardonne-moi pour mes paroles irréfléchies ce soir-là. Voilà ton téléphone. Je veux que tu sois joignable. Et tu sais, concernant tes locataires, je suis arrivé à la conclusion que tu as bien fait. Sylvie, je dois réfléchir à tout ça et décider quoi faire ensuite. C'est déjà la deuxième grosse erreur dans notre vie conjugale. Et je me demande si ça vaut la peine de sauver notre mariage. Peut-être que la prochaine fois,
je te trouverai dans le lit de quelqu'un. Paul, il n'y aura pas de prochaine fois. J'ai compris ce qui me manquait, et je propose qu'on pense à avoir des enfants. Tu es enceinte? Pas encore, mais quand tu reviendras, j'arrêterai de prendre la pilule. Le plus important ici, c'est de ne pas se tromper. Si tu es enceinte maintenant, dis-le tout de suite. Parce qu'un test d'acide désoxyribonucléique révélera tout. Non, Paul, il n'y a rien du tout. Demain, j'irai voir le médecin et je t'apporterai un certificat. Alors on parlera demain. Ma pause déjeuner se termine. Où est-ce qu'on se retrouve? On m'a muté dans une filiale. Je ne reprends le travail que lundi. Je t'appellerai. C'est-à-dire que tu prends le téléphone? Je peux ne pas le prendre. Non, Paul, c'est mon cadeau pour toi, et tu dois le prendre. Bon, j'y vais. Paul retourna au travail. Le chef d'équipe s'intéressa. Alors, comment se sont passées les négociations? Je t'ai trop écouté, maintenant je ne sais plus quoi faire. Elle pleure, elle me demande de rentrer à la maison. J'ai vu, moi aussi je suis allé déjeuner au café. Dis-moi ce que tu as décidé. Tu vas continuer à dormir dans le baraquement du garage? Au moins pas d'absence ni de retard. Paul retrouva Sylvie comme promis. En ville, dans un café. Il portait son vieux pull qui n'était pas encore démodé, un jean et ses vieilles chaussures. En le regardant, Sylvie dit « Je me cassais la tête pour savoir comment tu étais parti. Dans ce que je portais il y a longtemps. Et si j'avais jeté ces chaussures? Il me restait encore mes pantoufles d'intérieur et mes bottes en caoutchouc. Paul, tu es fou. Par ce temps en pantoufles. On s'est retrouvés pour discuter de mes vêtements? Non, bien sûr. Je veux te dire que je comprends que je t'ai fait du mal. Tu m'aimais, tu me faisais confiance, tu soutenais notre mariage, et moi je me suis montrée légère, même si je ne suis pas allé jusqu'à la vraie trahison. Mais je suis d'accord avec toi, ou plutôt avec ce que tu as dit, que le flirt est une trahison. Je dirais que c'est un prélude à la trahison. Je veux être une épouse digne de toi et rester à tes côtés jusqu'à la fin de notre vie. Je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'à cause d'une de mes bêtises, avec mon flirt stupide, j'ai mis notre mariage au bord du gouffre. Tu m'as promis d'apporter un certificat médical. Oui, bien sûr. Voici le certificat du médecin attestant que je suis en bonne santé et que je ne suis pas enceinte. Je veux dire, dans tous les cas, pour que tu n'aies aucun doute, quand j'accoucherai, on fera un test d'acide désoxyribonucléique. On ne va pas se précipiter. Finalement, Paul et Sylvie se réconcilièrent. Paul rentra à la maison. Et oui, 1 an et demi après son retour, Sylvie tint ses promesses et donna naissance à un fils. Même sans test d'acide désoxyribonucléique, on voyait que c'était le fils de Paul. Mais le test fut fait à l'insistance de Sylvie. De manière inattendue pour Sylvie, Léa se maria. À cette fameuse soirée, elle avait rencontré un jeune homme de leur entreprise. Nicolas fut condamné pour sa bêtise avec la voiture du directeur. La sentence fut sévère, mais Nicolas en était le seul responsable, affirmant qu'il avait voulu tuer Anatole. Au final, il écopa de 4 ans de prison. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. En réfléchissant à voix haute, il me semble que Sylvie a finalement pris conscience de son erreur. Car le flirt est aussi une forme de trahison, et c'est important de le comprendre. Seul l'avenir le dira. Et vous, qu'en pensez-vous? J'attends vos commentaires.